Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans l'épisode 4 du podcast Éric Duloisy, vice-président division d'Ametec et ancien général manager de Saint-Gobain Nord-Pro aux États-Unis. Éric va nous parler de comment manager efficacement ses équipes américaines, comment on organise sa recherche et son développement, et enfin, comment penser sa stratégie américaine. Si vous avez quelques secondes pendant le visionnage de l'épisode, merci de vous abonner à cette chaîne sur YouTube et Spotify afin de recevoir tous les nouveaux épisodes à venir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Éric et merci de nous rejoindre dans cet épisode du podcast. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Éric, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre parcours d'études et votre parcours professionnel? Tout à fait. Donc, j'ai étudié en France. J'ai fait ma thèse à l'INPG à Grenoble et j'ai rejoint en 1995 un laboratoire commun entre le grand groupe français Saint-Gobain et le Leti CEA pour faire des études sur la cristallogénèse. Je suis resté en R&D pendant quelques années et puis à la suite de quoi j'ai fait un peu de manufacturing. Donc, j'étais directeur d'une usine du groupe Saint-Gobain en France, où j'ai pu apprendre la différence entre la culture de la R&D et la culture du manufacturing. En 2001, j'ai eu l'opportunité de bouger aux États-Unis en tant qu'expatrié par le groupe Saint-Gobain qui avait fait l'acquisition d'une petite unité de fabrication et de recherche sur la côte ouest. Donc, j'ai traversé l'océan avec ma famille et quelques bonnes bouteilles de vin pour prendre ce business en main. Un business assez difficile qui était financièrement pas très stable, mais qui m'a permis de beaucoup apprendre. Et puis, après avoir managé ce business pendant 4 ans, je suis passé au marketing. Donc, le groupe avait fait pas mal d'acquisitions de petites unités, principalement aux États-Unis, mais aussi en France, qui avaient besoin d'unifier leur stratégie marketing, leur approche par marché plutôt que par produit, la stratégie des prix. Et donc, j'ai pu faire ça pendant quelques années, ce qui était très intéressant, ce qui m'a permis d'une certaine façon de reconnecter avec la R&D et de mieux comprendre comment aligner les activités avec le besoin client. À la suite de quoi, en 2008, j'ai bougé dans l'Ohio pour encore plus me retrouver proche de la R&D et prendre un rôle de directeur de la stratégie de la R&D dans une autre division du groupe Saint-Gobain. Beaucoup de développement, beaucoup de stratégies associées au partnership. On avait pas mal de partenaires aux US, mais aussi en Asie, en Corée du Sud en particulier. Et puis en 2012, j'ai pris un rôle plus traditionnel de general manager pour gérer une activité dans le domaine de la pétrochimie, avec là encore beaucoup d'aspects associés à l'innovation. Comme vous le savez, le monde de la pétrochimie est très limité, il y a très peu de grands players. Et donc, les partnerships et l'attention à la propriété industrielle sont très importants. Donc, j'ai fait ça jusqu'à récemment, jusqu'à fin 2019. Et puis, j'ai fait le choix de sortir d'un grand groupe pour aller vers quelque chose de plus petit en taille. Et donc, j'ai rejoint Ametec en fin 2019 en qualité de vice-président d'une de leurs business units dans le Tennessee. Donc, passer du froid de l'Ohio à la chaleur du Tennessee. C'est pas mal comme situation le Tennessee. Donc j'aimerais rentrer un petit peu dans le vif du sujet au niveau du management. Vous avez eu des différentes positions qui requieraient de manager des équipes. Comment manage-t-on une équipe américaine? Est-ce que vous avez des bons conseils vis-à-vis de ce sujet-là? Alors, il faut bien entendu faire attention aux stéréotypes, mais il y a effectivement des différences qui sont
importante entre le management dans la culture française ou européenne, je dirais d'une façon générale, et la culture américaine. Il est important aux États-Unis de donner des objectifs à ces équipes, mais de leur donner aussi beaucoup plus de liberté. Le micromanagement, comme on dit ici, comme on dit partout dans le monde, est vraiment très, très mal ressenti. Il ne faut surtout pas définir les actions en détail, mais il faut laisser plus de degrés de liberté à l'exécution. Il faut laisser la parole à tous les niveaux. Vous avez sûrement entendu l'expression « stand up to be counted ». Les Américains adorent exprimer leur opinion, mais surtout adorent être reconnus comme quelqu'un qui ajoute de la valeur. Et ils n'hésiteront pas à le faire, quel que soit le niveau de hiérarchie et quel que soit l'environnement. Donc ça, c'est aussi important. Associé à ça, un besoin important aussi d'avoir des KPI, c'est-à-dire que la mesure du succès doit être clairement définie dès le départ. Donc des tableaux de mesure sont importants. C'est aussi important pour vous en tant que manager puisque vous leur laissez beaucoup plus de liberté, vous ne leur dites pas comment faire les choses. Il faut à un moment donné être capable de mesurer et la culture américaine aime bien regarder un chiffre, une tendance, un graphe. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Je dirais, en tant que manager, ce qui m'a le plus challengé, c'est que les Américains sont très bons marketeurs. Ça veut dire qu'ils savent très bien se vendre aussi. Et donc, il faut savoir faire le tri. Donc, quand vous construisez vos équipes, prenez le temps de les connaître, prenez le temps de leur donner un certain nombre d'opportunités de démontrer leur valeur. Mais n'hésitez pas à très vite reconnaître ceux qui parlent plus que ceux qui agissent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu sur ce point-là, le fait que les Américains savent bien se vendre. Est-ce que ça a des incidences au niveau du recrutement? Est-ce que ça engendre quelques erreurs parfois de recrutement? Comment est-ce que vous avez géré ce point-là? Alors oui, comme partout, malheureusement, le recrutement, c'est pas une science. Et effectivement, cette capacité à faire du storytelling, à raconter son histoire est importante. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut dire que ce sont des gens qui culturellement apprennent à convaincre. Et quand vous managez des managers, c'est pas mal si les managers savent convaincre aussi, que ce soit des clients ou que ce soit des équipes. Un élément important du recrutement aux États-Unis, c'est que de toute façon, il n'y a pas énormément de fidélité entre l'employé et l'employeur. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas dédiés à leur travail, mais le fait que vous puissiez être licencié du jour au lendemain et que vous puissiez licencier quelqu'un du jour au lendemain fait que la relation est relativement différente au niveau émotionnel entre l'entreprise et l'employé aux États-Unis. Et pour revenir à votre question, on fait de toute façon toujours potentiellement une erreur quand on embauche quelqu'un, mais il y a des moyens beaucoup plus rapides qu'en Europe de corriger ces erreurs. On apprécie ou on n'apprécie pas, mais le fait est qu'on peut se permettre des erreurs d'une façon plus simple, pas forcément sans impact en termes de timing et de coût, mais d'une façon plus simple qu'en Europe. Oui, vous avez des petites astuces sur le recrutement, peut-être? Quelques questions intéressantes que vous posez aux Américains? Les questions les plus importantes sont toujours donner des exemples de ce que vous avez fait. C'est là qu'il faut creuser. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit j'ai développé ces marchés de tant de pourcents, j'ai accru les ventes de tant de pourcents, j'ai réduit les coûts ou les rejets, creusez et demandez, OK, qu'est-ce que vous avez fait pour achever ça? Est-ce que vous avez été un single player ou est-ce que vous avez fait ça en équipe? Quels outils avez-vous utilisés? Et donc, quand vous creusez et que vous poussez les gens à donner plus de détails sur comment ils ont réussi à atteindre ces objectifs, en général, vous arrivez à mieux voir ceux qui racontent simplement une histoire de ceux qui ont effectivement fait des choses intéressantes. Posez-leur la question aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire à leur propos d'avoir réussi à faire ça. Si quelqu'un vous dit j'ai réussi à réduire les coûts, j'ai réduit les équipes,
demandez-leur de refléter ça sur leur caractère. Et vous verrez si quelqu'un effectivement a maîtrisé le sujet ou c'est superficiel. D'accord, très, très intéressant comme astuce. Et au niveau de retenir les employés, est-ce que là, vous aviez mis en place certaines politiques au sein de l'entreprise qui permettent de retenir les meilleurs éléments? Est-ce que on fait face à ça un petit peu au jour le jour, ou est-ce qu'on peut anticiper le fait que les employés arrivent et repartent quand ils le souhaitent? C'est extrêmement important. Il y a des aspects positifs à la mobilité aux États-Unis. En tant qu'employeur, c'est que si vous voulez changer vos équipes, si vous n'êtes pas complètement satisfait, c'est beaucoup plus facile. Deux aussi, parce que ça vous permet d'ajuster le profil de vos équipes en fonction de vos besoins ou de la situation de votre business, si vous êtes une start-up ou si vous êtes en forte croissance ou peu importe. Mais c'est aussi important à un moment donné de pouvoir garder les talents et de construire la compétence et d'éviter de toujours perdre du savoir-faire. Alors, comme partout, il y a l'aspect financier. Ça, je pense que c'est vrai dans le monde entier. L'élément, je dirais, différenciateur des États-Unis par rapport au reste du monde, c'est ce qu'on appelle le total compensation. Il faut savoir que le filet social est beaucoup moindre aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe et dans beaucoup d'autres pays du monde. Et donc, si vous avez les moyens de fournir une assurance médicale, si vous avez les moyens de fournir un 401k qui est le mécanisme par lequel les gens construisent leur plan de retraite, tous ces éléments-là sont très importants, parfois plus importants que le salaire de base en tant que tel. Au salaire de base, si vous avez la possibilité d'associer des éléments variables, des bonus, des MIPs, les gens sont très sensibles à ça parce qu'ils sont très sensibles à la mesure de leur influence et de leur impact sur l'entreprise. Si la partie variable, la compensation est là, c'est un élément important pour retenir vos employés. Ça, c'est l'élément, je dirais, de base, voilà, qui est vrai partout dans le monde, sauf qu'il prend une structure un peu différente aux États-Unis. Très important, c'est encore une fois pour revenir au besoin d'être écouté, d'être légitimisé dans l'entreprise, ce sont les encouragements. Le positive reinforcement, c'est culturellement extrêmement important ici. Donc d'être positif, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas challenger les équipes, vous pouvez pas leur demander d'améliorer, mais d'être positif. Et le second élément, c'est de donner suffisamment de degré de liberté à l'exécution. Encore une fois, si vous avez une structure trop rigide et si vous êtes plus bossy que leader, ça passe très mal aux États-Unis. Et au niveau de l'interculturalité entre les équipes, est-ce que vous avez managé des équipes internationales? Comment se débrouillent les Américains avec les autres cultures, les autres nationalités? J'ai managé des équipes entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Je dois dire, peut-être qu'à ma surprise, les Américains sont très bons là-dessus. Et en général, ils sont très patients avec les autres cultures. Ils sont très attentifs aux barrières de langage. Et je dirais qu'ils ont des bonnes méthodes pour travailler avec des équipes à l'international. Et ils le font souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense et d'une façon efficace. Oui. Un autre des piliers aussi de votre carrière, pour un petit peu traiter de ce volet-là aussi, c'est la R&D. Comment se déroulent les projets de recherche et développement aux États-Unis? Comment est-ce que vous financez cela? Est-ce qu'il y a des dispositifs entre les États ou le fédéral, ou est-ce que c'est financé par l'entreprise principalement? Comment ça se passe aux États-Unis, grosso modo? Alors, R&D très appliqué, très customer-centric aux États-Unis, beaucoup de projets. J'ai toujours entendu de mes supérieurs hiérarchiques américains, il n'y a pas de projet valable s'il n'y a pas un client quelque part. Alors, ce n'est pas forcément un client qui
qui est définie. Vous pouvez prendre l'exemple d'Apple, où Steve Jobs disait les clients ne sauront pas ce qu'ils veulent, mais c'est très orienté vers les marchés. Et ça, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés et qui rend leur R&D assez efficace, je dois dire. En termes de financement interne, il y a énormément de moyens d'obtenir des financements de l'État. Alors, c'est pas officiel, c'est pas aussi évident que ça ne se passe en Europe. Il y a beaucoup de programmes pour les petites entreprises, il y a beaucoup de programmes associés à la technologie. Les marchés qui touchent de près ou de loin, et parfois de très loin avec le militaire, sont des marchés où vous pouvez trouver énormément de financement. Et puis après, il y a le financement à travers des partenaires. Beaucoup d'entreprises américaines investissent dans d'autres projets R&D au niveau des partenaires. Et cette logique de partnership est très importante aux US. En termes de financement, vous pouvez vraiment trouver énormément de moyens d'obtenir des financements. Et cette recherche-là, vous l'externalisez parfois auprès d'universités ou de laboratoires, ou est-ce que c'est quelque chose que vous maintenez en interne principalement? On fait les deux, mais l'accès au laboratoire universitaire, l'accès à la recherche universitaire est très facile. La culture et la structure et les moyens que les universités américaines développent et mettent en place pour favoriser la recherche et permettre aux entreprises de se développer sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus accessibles. Donc, si vous lancez une entreprise ou si vous avez une entreprise aux États-Unis avec des projets de recherche, surtout ne pas hésiter à aller chercher les universités. Elles ont toutes des spécialités et des pôles de compétences et vous facilement pourrez trouver des endroits où vous aurez des gens de très forte qualité. Vous trouverez aussi des universitaires qui sont beaucoup plus intéressés par le monde industriel qu'en Europe parfois et probablement beaucoup plus de gens qui passent de l'université à l'industrie et vice-versa. Donc vraiment un monde à aller rechercher. Les Américains font aussi pas mal d'open innovation, c'est-à-dire que quand il y a un sujet sur lequel ils coincent ou qu'ils n'ont pas le désir de mettre les moyens en interne, ils font appel à des technologies, des marchés, des partenaires adjacents. Et le troisième point, c'est les partnerships entre entreprises. C'est pas impossible et c'est très fréquent de voir des gens qui sont à la fois clients, fournisseurs, compétiteurs et partenaires sur un élément de développement. Et ça colle avec leur logique de pragmatisme et de flexibilité. C'est-à-dire que si vous avez ce building block ou cet élément de compétence et que j'en ai besoin, on trouvera un moyen de négocier ça. Donc, recherche en interne, mais aussi avec énormément de partenariats externes. Du coup, tous les outils de propriété intellectuelle sont beaucoup plus développés. Vous protégez ça beaucoup plus souvent en amont. Comment ça se négocie avec des partenaires? Est-ce qu'il y a des sujets à appréhender, à anticiper? Alors, très important la propriété intellectuelle aux États-Unis. Ça a commencé le jour où le pays s'est construit. On mettait les gens dans les bateaux en leur demandant d'écrire tout ce qu'ils savaient. Il y a plusieurs éléments. Mon conseil serait de ne jamais traiter ces sujets-là seul, sauf si vous êtes vraiment spécialisé sur l'IP. C'est des sujets assez complexes. Et la culture américaine est très sensible à tout ce qui est IP. Je lisais l'autre jour, je confirmais qu'il y a à peu près 10 fois plus de lawyers ou d'avocats, de juristes aux États-Unis par capita qu'en Europe. Alors, ils ne sont pas tous dans le domaine de la propriété industrielle, mais ça fait partie de la culture. Donc, si vous êtes sur des sujets ou des marchés ou des technologies sensibles à la propriété intellectuelle, assurez-vous de travailler avec un cabinet d'avocats spécialisés là-dessus. Le second élément, c'est que il y a beaucoup de brevets de qualité médiocre aux États-Unis. Le Patent Office délivre des brevets d'une façon beaucoup plus laxe qu'en Europe. Ce qui peut être vu comme quelque chose de positif si vous voulez poser un brevet, mais ce qui est souvent négatif quand vous confrontez, quand votre technologie se confronte à
au landscape existant, parce qu'il faut faire très, très attention. Donc, et puis, le troisième point, c'est en termes de négociation, encore une fois, pour revenir à la logique de flexibilité, vous pouvez vraiment tout négocier. Vous pouvez négocier une claim, vous pouvez négocier 3 claims, vous pouvez vraiment soyez au courant de votre environnement, soyez au courant de l'espace que vous voulez couvrir. Associez-vous avec des partenaires qui comprennent bien ces sujets-là, mais soyez ouverts d'esprit parce que tout est vraiment possible si vous négociez les aspects. Oui, le troisième grand pilier de votre carrière, c'est aussi la stratégie. La mise en place de stratégies pour les différentes sociétés que vous avez rejointes. Comment est-ce qu'on construit sa stratégie américaine? Est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on met en place cela aux États-Unis? L'élément le plus important, le plus fondamental aux États-Unis sur la stratégie, c'est celui qui est associé à la description de la vision. Encore une fois, parce que le comment faire les choses importe moins culturellement. La logique de on va essayer et on verra et on s'adaptera. Vous avez sûrement entendu le right the first time. C'est pas forcément très important parce que il y a une culture qui favorise la prise de risque. Il y a une culture qui permet les échecs, que ce soit l'Infamous Chapter 11, c'est-à-dire que si votre entreprise est en faillite, vous pouvez quand même rebondir. Donc, ce qui est vraiment important, c'est dans une stratégie des États-Unis, si vous voulez la communiquer, la faire vivre avec vos équipes et l'exécuter, c'est d'avoir la vision. C'est ce point simple, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va arriver. Et puis, beaucoup de flexibilité. Donc, il faut être prêt à changer de cap plusieurs fois tant que vous connaissez où est-ce que vous voulez arriver au final. Et ça, par comparaison à des business models que j'ai vus en Europe et aussi en Asie, au Japon en particulier, où on essaye de détailler heure après heure ce qui va se passer. Donc, soyez prêts à être flexibles sur le cheminement, le journey, comme on dit, mais définissez votre vision d'une façon claire, parce qu'encore une fois, dans une culture de marketeur, c'est ce que vos équipes vont garder en tête, la vision. Est-ce qu'on supporte la vision si on fait ça? Le second élément, c'est la recherche de partenaires. Quand on parle des États-Unis, c'est grand, c'est vaste, il y a énormément de potentiel. Surtout, ne cherchez pas à tout faire parce que c'est coûteux. Et associez-vous avec des partenaires. Vous trouverez des entreprises et des partenaires qui sont spécialisés sur à peu près tout. Et les business models sont beaucoup plus variés. Donc, regardez ce que vous voulez avoir en termes de core compétences et cherchez des partenaires par ailleurs. Et vous en trouverez de toute nature. Et le troisième élément, probablement pour une entreprise qui a déjà une certaine taille ou des moyens, c'est soyez agressif sur les acquisitions. Les gens montent et vendent des entreprises à un rythme beaucoup plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Et donc, s'il y a quelque chose qui est adjacent ou s'il y a un élément qui vous manque, soyez agressif sur les acquisitions. Ça vous permettra d'aller plus vite, d'être plus efficace. Et sur ce volet de régionalisation, de grandeur du pays, est-ce que vous avez régionalisé des approches dans votre stratégie? Est-ce que vous avez divisé différents marchés à l'intérieur des États-Unis sur votre approche commerciale par le passé? Alors, je dirais non. Bon, la situation Covid-19 va peut-être ralentir les voyages, mais je dirais non. Il faut, sauf si vos marchés sont vraiment régionaux pour une région, pour une raison ou pour une autre. Si vous travaillez sur l'extraction pétrolière, clair que vous allez être plus vers le Texas. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut regarder les États-Unis un peu comme l'Europe sur la monnaie commune, mais c'est aussi un pays qui a un langage commun. Et c'est aussi un pays qui a des business models et une business culture commune. Donc, la seule raison pour laquelle vous voudriez être d'une façon régionale, si vous voulez éviter à vos équipes de vente de naviguer trop, ou si vous avez des coûts de logistique trop importants. Mais sinon, regardez le pays dans son ensemble. Et je dirais, même en fonction de ce que vous voulez faire, regardez le pays, ajoutez-y le Canada et ajoutez-y le Mexique. C'est vraiment dans son package.
Oui, ce sont deux marchés que vous adressez aussi depuis les États-Unis ou ça Oui. fait partie d'une stratégie commune nord-américaine? Ça doit faire partie d'une stratégie commune, que ce soit en termes de supply chain ou de vente. Ok, oui, oui, oui. Parce que vous fabriquez aussi aux États-Unis ou au Canada, ou la plupart de vos produits sont fabriqués aux États-Unis puis envoyés sur ces deux autres pays? Dans le cas des business sur lesquels j'étais impliqué, les produits étaient principalement fabriqués aux États-Unis. En termes de fournisseurs, et énormément de fournisseurs importants au Mexique et énormément d'accès au marché via le Canada. Et là aussi, vous aviez des équipes multiculturelles pour adresser le Mexique et le Canada, ou c'était principalement des Américains qui vendaient sur place? Des équipes multiculturelles et des équipes américaines qui traversaient les frontières. Euh, ça peut être très transparent et la vision est très intégrée. Si vous faites fi des aspects politiques et de certains messages, il n'en reste pas moins que ça n'est qu'une grosse économie en tant que telle. Souvent, euh, très souvent, l'ignorer, c'est se limiter. Pour conclure, j'aimerais passer sur des aspects plus personnels. Comment vous vous êtes installé aux États-Unis? Qu'est-ce que vous avez eu besoin de mettre en place à votre installation du point de vue personnel? Est-ce que vous avez rencontré des écueils éventuellement? Alors, j'ai eu la chance de venir en tant qu'expatrié, donc avec un support, je dirais, qui est probablement plus élevé que la personne qui migre aux États-Unis sans ça. Ça n'a pas été toujours sans difficulté. Pour la petite histoire, il y a quelque chose qui est très amusant aux États-Unis sur lequel j'ai mis pas mal de temps à comprendre, c'est le concept de credit history. Lorsqu'on est français ou enfin européen d'une façon générale, et je pense même asiatique, on fait très très attention à ne pas avoir beaucoup de dettes. Ouais. Donc, moi, quand j'ai quitté l'Europe, j'ai vendu tout ce que j'avais en Europe et j'ai fait très attention de ne pas avoir de crédit. Et ma logique était, je vais arriver aux États-Unis, donc je vais pouvoir m'acheter une voiture et une maison parce que j'ai un salaire et j'ai pas de crédit. Je suis donc crédible. Je ne l'étais pas du tout et vous n'êtes pas crédible aux États-Unis tant que vous n'avez pas de crédit. Donc, il faut construire le credit history parce que c'est un peu la logique de si vous ne me démontrez pas que vous avez été capable de payer vos dettes, même si vous n'en avez pas, je ne vais pas vous faire confiance parce que vous ne m'avez pas démontré que vous étiez capable de payer vos dettes. Donc, ça fait partie des petites histoires où j'ai eu des difficultés à acheter ma première voiture et avoir mon premier logement, à tel point qu'il y a des entreprises comme HP, Hewlett Packard, qui ont l'habitude de tourner les gens entre l'Espagne, la France et les US, leur donnent leurs 2 premiers mois de salaire en cash. Donc, si vous bougez aux États-Unis, prévoyez d'avoir un petit peu de cash au début pour amorcer la pompe. Pour le reste, en fonction de votre statut, si vous n'êtes pas un expat et si vous y allez de vous-même, il y a énormément d'entreprises de services maintenant comme Préventaire pour les assurances et des banques qui vous aident à gérer tout ça. Le coût de la médecine est incroyablement élevé ici. Donc, ne prenez pas le risque de faire quelque chose sans avoir une couverture médicale. Ça ne vaut pas le coup parce que vraiment, c'est très difficile à gérer. Si vous avez l'intention de rester, agissez très vite sur vos aspects retraite. Vous pouvez toujours cotiser pour votre retraite en France depuis les États-Unis, mais c'est très coûteux. Vos trimestres, si vous travaillez aux États-Unis, vos trimestres seront comptés en termes de durée en France. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de cotiser en France, mais commencer quelque chose aux États-Unis très vite. Ça, c'est des aspects importants. Pour le reste, bon, comme toutes les administrations, il y a deux, trois challenges, mais d'une façon générale, le plus important, c'est le médical et vous assurer que vous ne perdez pas trop d'éléments en termes de retraite. Et puis, pour démarrer, pensez à avoir un peu de cash. Pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier conseil, que ce soit sur le management, la R&D ou la stratégie qui vous vient en tête, ou un conseil personnel à partager avec
les entrepreneurs francophones qui souhaitent s'installer aux États-Unis? Oui, je dirais faites-le parce que vous allez trouver une richesse d'esprit, une culture d'entrepreneur, un marché gigantesque. C'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Apportez la valeur que vous avez qui provient probablement d'une culture associée à la rigueur et à la structure. Mais essayez d'apprécier cette énergie, cette passion pour le business développement. Le business acumen est vraiment incroyable aux États-Unis à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis, profitez du melting pot. C'est un peu un cliché. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément race ou genre, mais dans les entreprises américaines, vous trouverez des gens qui ont des parcours professionnels complètement anormaux pour nous, Français. Profitez de ça. Ça fait une énorme partie de leur richesse. Donc si vous avez le désir de le faire et les moyens de le faire, faites-le parce que ça va vous permettre de développer non seulement votre business, mais votre expérience personnelle. Super, merci beaucoup, Eric. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver sur LinkedIn? Je suis sur LinkedIn et ça sera avec plaisir si certains de vos auditeurs veulent continuer le dialogue ou me poser certaines questions, je répondrai avec plaisir. Super, merci beaucoup Eric, c'était très gentil à vous de participer à cet épisode et d'avoir partagé votre témoignage qui est tout à fait intéressant sur ce sujet-là. Merci beaucoup.